Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine et donc comme c'est devenu l'habitude pour un nouveau point politique, cette semaine on fait ce point à l'intérieur parce que dehors il pleut à verse donc ça n'était pas possible. Donc vous êtes bienvenus ici à l'intérieur de la permanence parlementaire à Lille. Bon, je commence par vous parler des Gilets jaunes puisque vous avez suivi ça ce week-end. Il y avait l'acte 2 de la mobilisation des Gilets jaunes après la première date qui était le samedi 17 novembre où il y avait eu des manifestations et des blocages. Pendant toute la semaine qui a suivi le 17 novembre, il y a eu effectivement une continuité dans la mobilisation. Il y a eu ça et là des blocages, il y a eu différents rassemblements et puis il y avait une deuxième date de mobilisation qui était appelée par les Gilets jaunes ce samedi 24 novembre. Ça a été un grand succès puisque vous avez vu, comme moi, ces images partout, dans toute la France, de multiples rassemblements de Gilets jaunes, de Françaises, de Français qui, pour la première fois parfois, descendaient dans la rue pour manifester. Et c'est un fait politique, il faut le signifier, pour exprimer ce ras-le-bol et cette colère sur deux poids deux mesures en matière fiscale et les injustices que nous voyons se poursuivre dans le pays. Alors moi je participais à la manifestation des Gilets jaunes à Lille, comme tout le monde, avec le gilet jaune. Alors certains me posaient la question, mais pourquoi vous mettez le gilet jaune? Eh bien figurez-vous que je le fais précisément parce qu'il n'y a pas de raison de se distinguer. Et d'ailleurs le fait que je le porte au sein de la manifestation était plutôt apprécié et les gens venaient justement me dire eh bien c'est bien, vous ne cherchez pas à vous distinguer, ne pas le porter ou à porter votre écharpe tricolore, vous avez respecté la consigne qui est pas de récupération politique, vous venez signifier un soutien et c'est effectivement ce que je venais faire. Et donc comme c'était déjà le cas la semaine précédente, j'étais avec les amis de la France Insoumise qui voulaient participer à cette manifestation, plutôt à la fin du cortège de la manifestation lilloise, avec le gilet jaune, comme tout un chacun. Et je dois dire qu'une fois de plus, la mobilisation nous a permis de voir quelles sont précisément les revendications des Gilets jaunes, et on va en parler dans un instant. Mais surtout, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était d'observer le souci particulier des Gilets jaunes qui manifestaient, que les choses se passent bien, c'est-à-dire faire une démonstration d'une mobilisation bien sûr massive, importante, que toutes et tous nous soyons rassemblés, mais que ça se fasse sans débordement. Et d'ailleurs, j'observe avec intérêt le fait que pendant toute la manifestation lilloise, régulièrement, des Gilets jaunes qui m'avaient repéré comme député présent dans la manifestation venaient me voir pour me demander si, à tout hasard, j'avais des informations qui venaient de Paris, puisqu'ils avaient vu le matin les images bien orchestrées, des débordements et des violences qui commençaient déjà sur les Champs-Élysées. Et donc, ils étaient soucieux de vérifier que les choses ne dégénéraient pas à Paris, parce qu'ils savaient très bien, ils ne sont pas bêtes, que si ça dégénérait, eh bien, les images seraient utilisées pour les amalgamer avec une petite minorité violente qui finalement détourne l'attention de cette mobilisation populaire et de cette colère qui s'exprime correctement. Donc régulièrement, on faisait le point sur la situation parisienne et vous avez vu, comme moi, que toute la période qui s'en est suivie, dès le lendemain matin, dès le dimanche, et puis c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, on a vu quasiment exclusivement la mobilisation des Gilets jaunes traitée à travers les quelques images de violence qui, bien évidemment, sont impressionnantes. Parce que, vous savez, le gilet jaune, potentiellement, on l'a tous dans le coffre de la voiture, et donc n'importe qui peut le mettre et décider d'agir au nom des Gilets jaunes. Il suffit de le porter pour ça. Donc, on a vu effectivement à Paris certains débordements, des violences, qui sont aussi, il faut bien le dire, l'expression d'une colère, bien que ces violences soient condamnables, parce qu'on voit mal pourquoi on s'attaquerait à des commerçants qui par ailleurs, souvent dans leurs témoignages, signifient un soutien à la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis surtout, on voit que ces violences, ces débordements, eh bien, font mal à la mobilisation des Gilets jaunes, puisque vous avez des gens qui peut-être hésitent à enfiler eux-mêmes leurs gilets jaunes pour venir manifester, et qui, quand ils voient ces images, n'ont pas très envie de s'y rendre. Alors il faut le dire, ces violences sont un fait absolument minoritaire qui a été quasiment exclusivement vérifié à Paris sur les Champs-Élysées et je regrette que l'on n'ait pas plus montré les images de ces dizaines, centaines de rassemblements plus ou moins grands avec des blocages, des manifestations qui se sont bien déroulées. Donc voilà, l'amalgame est fait désormais et le pouvoir l'utilise allègrement puisque vous avez vu que Macron n'a absolument pas répondu aux Gilets jaunes de tout le week-end. Il a simplement fait un tweet
pour dire honte à ceux qui ont cassé, honte à ceux qui ont violenté. Mais une fois qu'on a dit ça, Monsieur le Président, allez-vous répondre aux Gilets jaunes? Parce que, contrairement à vous, nous ne confondons pas les Gilets jaunes et les quelques violences, même si nous savons qu'il y a là, à la fois par la montée de ton au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais également dans la violence qui s'est exprimée à Paris, d'abord et avant tout l'expression d'une colère profonde. Alors c'est clair, nous on le dit, pour ce qui est de la France insoumise, on préfère quand la colère s'exprime dans le calme avec des mobilisations importantes, massives, mais bien ordonnées, sans débordement. Mais néanmoins, il faut entendre cette colère qui s'est exprimée ce week-end et qui va continuer à s'exprimer d'ailleurs. Et Emmanuel Macron est très mal inspiré de confondre les Gilets jaunes et la violence, et de faire croire, comme l'a fait M. Castaner, que finalement on pourrait résumer le mouvement des Gilets jaunes à cette violence, ou alors, comme on a entendu le ministre de l'Intérieur Castaner le faire, à une manifestation à l'appel de l'ultra-droite. Non, il faut être dans les cortèges des Gilets jaunes pour comprendre de quoi ils sont constitués, et ça n'est certainement pas une mobilisation d'extrême droite. Il y a bien sûr là-dedans des gens qui sont d'opinions politiques différentes, mais qui, y compris dans ce mouvement des Gilets jaunes, eh bien, discutent entre eux, se forgent une opinion politique. Vous savez, quand vous participez à des mobilisations de ce genre, vous faites une politisation accélérée. En 24 heures de blocage sur un péage ou sur une autoroute, quand les discussions se font, eh bien la vie politique se forge aussi. Et c'est comme ça d'ailleurs que des idées avancent. Alors, plutôt que de caricaturer, comme l'a fait Emmanuel Macron, le mouvement des Gilets jaunes, arrêtons-nous un instant sur quelles sont précisément ces revendications. Parce qu'elles sont précises, figurez-vous. Si on regarde toutes les mobilisations des Gilets jaunes à travers toute la France, on observe qu'il y a au moins deux revendications qui reviennent systématiquement dans les cortèges, comme des slogans qui sont tonnés régulièrement. D'abord, le premier, qui est vraiment le plus important, c'est Macron rend l'ISF, Macron rend le pognon. Alors de quoi il en retourne précisément? Rend l'ISF, donc ça veut dire l'impôt sur la fortune. C'est parce que vous savez que l'une des premières pierres posées par Emmanuel Macron lorsqu'il y a eu la première séquence budgétaire l'année dernière, ça a été de faire ce choix politique qui consiste à redistribuer, comme il l'a dit, de l'argent en quantité à celles et ceux qui en ont déjà beaucoup, notamment les plus fortunés qui étaient assujettis à l'impôt sur la fortune, en transformant l'ISF, en réalité quasiment en le supprimant puisqu'on le transforme uniquement sur les valeurs immobilières, mais tout le reste du capital n'est donc plus imposé. Et donc il a redistribué comme ça 4 milliards aux plus riches, Emmanuel Macron, avec une certaine cohérence dans la pensée politique, puisque lui pense que c'est en redistribuant le plus à ceux qui ont déjà beaucoup, que ceux-ci alors vont investir dans l'économie réelle et que l'économie va repartir, que des emplois vont être créés, tout le blabla libéral que vous connaissez aussi bien que moi et dont on peut vérifier 1 an et demi après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron que ça ne fonctionne pas, puisqu'on a véritablement un problème de création d'emplois et d'activités pour la raison que le capital, plutôt que de s'investir dans la sphère productive, part dans la bulle financière. Enfin, vous connaissez ces chiffres, on a déjà répété, c'est que sur la masse des bénéfices qui sont réalisés, on a 67% qui se dirigent vers les dividendes et vers donc les actionnaires. On a seulement, et c'est un grave problème, 25% qui se dirigent vers l'investissement qui permet de produire, de relancer la machine. Et enfin, 5 petits pourcents seulement sur les hausses de salaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en 20 ans, les dividendes en France ont augmenté de, vous savez combien? 200%. 200% d'augmentation des dividendes en 20 ans. Et dans le même temps, le salaire moyen, lui, c'est-à-dire la rémunération concrète de votre travail, n'a augmenté que de 14%. On voit bien donc sous nos yeux que le mythe d'un capital qui, si on le renforce, investit dans l'économie qui profite à tous, cette fameuse théorie du ruissellement, ne fonctionne pas. C'est une pure vue de l'esprit. Et donc ces 4 milliards d'euros de l'ISF ont une charge symbolique très lourde, puisque c'est ainsi qu'on a pu dire et qu'on a pu vérifier par la suite que Macron était plus que jamais le président des riches, à qui il fait des cadeaux sans leur demander la moindre contrepartie, et alors qu'eux-mêmes ne l'ont même pas demandé. Donc ces 4 milliards de l'ISF ont une charge symbolique qui est très forte au sein de la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis Macron ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a aussi fait la fameuse flat tax. Alors tout ça est un peu technique, mais l'idée de la flat tax, c'est qu'il n'y a plus de progressivité sur l'impôt sur le capital. Avant, il y avait bien des taux progressifs. Plus vous en avez, plus le taux est important. Là, on a maintenant un taux unique de 30%, qui fait donc que comme il n'y a plus de progressivité, eh bien, plus vous avez, moins vous payez à proportion du capital. Donc,
ces choix en matière budgétaire sont largement responsables de la mobilisation des Gilets jaunes. Et surtout, c'est de voir ce qu'il se passe à côté pour la majorité du peuple. C'est que l'on voit tout augmenter, les complémentaires santé qui augmentent. Alors on peut toujours dire après il y aura quelques paniers de soins avec un reste à charge zéro, évidemment, sauf que derrière, vos complémentaires santé augmentent et vous ne pouvez plus vous soigner sans souscrire à des complémentaires de plus en plus onéreuses, tant et si bien que 3 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons budgétaires. On nous avait dit l'ouverture à la concurrence, cette idéologie qui est imposée par la Commission européenne, cette instance qui n'est pas élue démocratiquement mais qui impose sa loi à tous les peuples d'Europe, on nous avait dit en ouvrant à la concurrence le secteur de l'énergie, alors mécaniquement, puisque c'est normalement la grande vertu de l'ouverture à la concurrence, eh bien les prix vont diminuer. Vous avez peut-être ouvert encore ce mois-ci l'enveloppe de votre facture d'énergie, vous avez vu que ça ne diminue pas, c'est même le contraire. Les factures de gaz augmentent fortement, ça vient également se rajouter à cela. Vous avez également la baisse des APL, vous avez la hausse de la CSG pour les retraités, qui ont payé un lourd tribut de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui sont donc bien évidemment aux côtés de la France qui travaille aujourd'hui, parce que eux c'est la France qui a travaillé et qui a beaucoup travaillé, et donc ils sont aussi dans les manifestations des Gilets jaunes. Et enfin, vous avez cette taxe sur les carburants. En soi, tout le monde comprend qu'il va falloir sortir du diesel, évidemment. Et nous, à la France Insoumise, nous ne disons pas autre chose. Il va falloir sortir du diesel et des énergies carbonées. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'objectif de sortie du diesel, c'est la méthode employée par Emmanuel Macron. Qui peut nous faire la démonstration qu'en augmentant les taxes sur le carburant, sans par ailleurs se soucier d'offrir des alternatives à la voiture individuelle à nos concitoyens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour conduire leurs gamins à l'école ou pour aller travailler, qui peut raisonnablement penser qu'ils vont renoncer à quoi que ce soit, y compris à prendre leur voiture le matin? C'est absurde. Vous savez comme moi que si vous n'offrez pas de choix alternatifs, vous pouvez augmenter le prix des taxes sur le carburant, les gens vont payer, bien sûr qu'ils vont payer, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, en payant ces taxes supplémentaires, finance-t-il la transition écologique et énergétique, puisqu'on entend que ce serait pour la transition écologique et énergétique qu'on augmente ces taxes? Assurément non, puisque 19% seulement des recettes supplémentaires de ces taxes vont être allouées à la transition écologique. Par conséquent, les Français, qu'on ne peut pas prendre pour des idiots, ont bien compris quelque chose. L'augmentation des taxes sur le carburant est unilatérale et les concerne toutes et tous, alors que dans le même temps, Emmanuel Macron ne taxe pas les plus gros industriels pollueurs, alors que dans le même temps, on a vu encore ce week-end des révélations sur les investissements des grandes banques françaises dans les énergies fossiles. Et on s'aperçoit de quoi, s'il vous plaît? Que sur la période 2016 à 2017, ce sont 71% des financements alloués aux énergies qui ont été investis dans les énergies fossiles par les grandes banques françaises, et à peine 20% sur les énergies renouvelables. Donc on voit bien ce deux poids deux mesures finalement. Les gros, les industriels, les banques, les puissants, eux ne sont jamais inquiétés et n'ont finalement pas à contribuer à la transition écologique à la même hauteur qu'on le demande à toutes celles et ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture. Donc c'est vraiment ce deux poids deux mesures-là qui est inacceptable et qui s'explique dans la colère des Gilets jaunes. Et puis surtout, Emmanuel Macron n'offre pas d'alternative à la voiture individuelle, puisque en ouvrant la concurrence sur le rail avec la SNCF, également sous injonction de la Commission européenne, il faut le rappeler, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des acteurs qui sont uniquement soucieux de rentabilité du rail, qui vont potentiellement dire cette ligne-là, là, en zone rurale, il n'y a que 3 pelés qui la prennent, on ferme, on s'en débarrasse, ça n'est pas rentable. Sauf que vous savez comme moi que le rôle du service public, ça n'est pas d'être rentable, c'est d'offrir un service. Et donc de permettre, même si une petite ligne n'est pas rentable, si elle est utile à certains de nos concitoyens, si elle offre le choix entre la voiture individuelle et prendre le transport collectif, alors on la maintient. Et c'est cela qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une planification écologique, dont l'objectif est de faire en sorte de permettre notamment de renoncer à la voiture individuelle. Bon. Donc, que peut faire Emmanuel Macron? Il est prévu ce mardi
qu'il fasse des annonces. Et on entend parler d'un conseil d'experts sur la transition écologique. Vous avez notamment toutes sortes de personnes qui disent qu'il faut un grand conseil, un grand consortium qui puisse discuter de la situation. Mais il y a des mesures très simples à réaliser. D'autant plus que nous sommes actuellement à l'Assemblée nationale en période de discussion budgétaire et que le budget de 2019 n'est toujours pas validé et ficelé. Donc c'est l'occasion maintenant de faire quelque chose de concret. Puisque la principale revendication des Gilets jaunes, c'est « rends l'ISF ». Que peut faire Emmanuel Macron? La hausse des taxes sur le carburant est à peu près l'équivalent, en termes de ce que ça représente pour le budget, que la suppression de l'ISF. Il manquera un peu, mais on peut trouver par ailleurs des moyens de relever ce montant. Emmanuel Macron doit annuler la hausse des taxes sur le carburant. Parce que même si elle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est la charge symbolique qui va permettre d'entamer véritablement la discussion avec les Gilets jaunes. Il doit faire ce geste d'annuler la hausse des taxes sur le carburant qui est prévue au mois de janvier encore. Et par ailleurs, dans le même temps, pour récupérer le manque à gagner, il doit revenir sur la transformation de l'ISF et rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà la réponse qui serait à la hauteur de la mobilisation des Gilets jaunes, sans quoi cette mobilisation va se poursuivre. Vous avez donc compris, Monsieur le Président, un bon conseil. Rétablissez l'impôt sur la fortune, renoncez à la hausse des taxes sur le carburant. Mais il y a également une autre revendication qui se fait entendre puissamment dans les cortèges des Gilets jaunes, qui est complètement inédite. On n'a jamais vu ça, y compris d'ailleurs dans des quinquennats précédents où le président de la République était largement contesté. L'un des mots d'ordre que vous entendez chanter à tue-tête dans les cortèges des Gilets jaunes, c'est « Macron démission ». C'est-à-dire, clairement, vous avez une mobilisation populaire qui réclame la démission du président de la République. Pourquoi? Il faut s'y intéresser aussi. Ce qui se passe en ce moment, et ce que l'on vérifie avec cette revendication de la démission d'Emmanuel Macron, c'est le signe profond, c'est le retour en boomerang des circonstances particulières de l'élection présidentielle. Nous n'avons jamais dit qu'Emmanuel Macron était illégitime. Du point de vue des institutions de la Ve République, il est légitime. Il a été démocratiquement élu et il est en place. Et d'ailleurs, la Ve République que nous contestons, puisqu'elle écarte le peuple de la décision politique une fois qu'on a voté tous les 5 ans, la Ve République telle qu'elle est constituée lui permet de rester jusqu'en 2022, même s'il est très impopulaire, même s'il agit contre l'idéal que souhaite le peuple, il le peut, techniquement il le peut. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut regarder de plus près ce qui se passe. C'est qu'Emmanuel Macron lui-même disait en 2017, lorsqu'il a gagné, qu'il était, et qu'il avait conscience d'être, le fruit d'une effraction. Et quand il dit ça, il sait bien de quoi il parle. Et on avait pu le vérifier au lendemain de la présidentielle. Emmanuel Macron a accédé au second tour face à Marine Le Pen. Par conséquent, il est très clair que parmi les gens qui ont glissé dans l'urne un bulletin Macron au deuxième tour de la présidentielle, une grande masse, peut-être d'ailleurs la plupart, l'ont fait sans adhésion à son programme. Ils n'ont pas voté Macron en se disant « Macron, il est génial ». Ils n'ont pas voté Macron en se disant « son programme est formidable, c'est ce qu'il faut pour le pays ». Ils ont voté Macron pour éviter le péril annoncé de Marine Le Pen. Voilà ce qu'ils ont fait. Par conséquent, ce que nous disions dès le lendemain de la présidentielle, eh bien Macron se le prend en pleine face aujourd'hui dans les cortèges des Gilets jaunes. Monsieur Macron, vous n'avez pas une assise populaire, une adhésion pour votre programme politique. Or, vous agissez comme si toute la France était enthousiasmée à l'idée de libérer les énergies, de faire la concurrence libre et non faussée, la compétition, de casser le code du travail, de redistribuer à ceux qui ont le plus, de dynamiter le système de retraite pour prétendument faire un système par points qui va faire qu'on va travailler sans fin. Tout ça, il n'y a pas d'assise populaire pour ce programme. Donc, que peut-on faire dans ces circonstances? Il y a plein de solutions. On ne peut pas appeler tous les matins la démission du président de la République, mais moi j'observe que quand on dit Macron démission, ça veut dire qu'on réinterroge finalement cette légitimité populaire. Et on voit bien, Macron et son gouvernement ont peur du peuple. Ils le stigmatisent, ils le mettent de côté, notamment en les amalgamant à quelques violents. Ils refusent de voir qu'il y a une profonde réalité politique qui s'exprime dans les mobilisations des Gilets jaunes. Vous voyez, la France insoumise, pendant l'élection présidentielle, proposait
des référendums d'initiative citoyenne. On pourrait effectivement faire en sorte que les citoyens n'aient pas simplement à être appelés au vote entre deux élections, mais puissent intervenir entre deux élections, par exemple en proposant des lois que l'on pourrait voter par référendum. On pourrait imaginer aussi qu'un certain nombre de référendums puissent abroger des lois. Tout ça participe d'une discussion politique. Ce n'est pas la foire d'empoigne permanente, c'est de faire en sorte qu'on ne mette pas le peuple à l'écart de la situation politique. Et puis il y a cette proposition que nous avions également formulée, vous le savez, du référendum révocatoire à mi-mandat. Alors je veux mettre à l'aise tout le monde avec ça, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'à chaque mi-mandat, on va créer les conditions de dégager le président. Non, ça veut dire que si à mi-mandat d'un élu, on obtiendrait, disons, un nombre significatif de signatures par pétition, qui ferait qu'il y a une quantité importante du corps électoral qui se dit « il faut réinterroger la légitimité du président de la République », alors cette pétition pourrait déboucher sur la tenue d'un référendum révocatoire dont la teneur de la question serait Macron, stop ou encore, le président de la République, stop ou encore. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les élus. Il ne s'agit pas simplement de viser le président de la République. Ça serait du conseiller municipal du village du coin jusqu'au président de la République, incluant les députés que nous sommes. C'est-à-dire, si un nombre significatif de gens souhaite réinterroger la légitimité, eh bien, on revote. Et ce vote n'aboutit pas forcément à la destitution du président de la République. Dans des pays où le référendum révocatoire s'est appliqué, vous avez parfois eu le nombre de signataires de pétitions suffisant, le référendum s'est tenu, donc il y a une campagne, comme pour tout référendum, où le président de la République se défend et où ses opposants se défendent aussi, et puis on revote, et parfois ça aboutit sur le fait que le président de la République est relégitimé par son peuple. Et donc il termine son mandat avec de nouveau, pour le coup, un mandat clair de la part du peuple qui s'est exprimé. Clairement, si on interrogeait le peuple aujourd'hui, il y a des chances effectivement que ce référendum révocatoire ne soit pas hyper favorable à Emmanuel Macron. Néanmoins, c'est intéressant puisque en tant qu'élu, on est censé véritablement représenter le peuple et non pas s'en couper jusqu'à la prochaine élection. On ne peut pas attendre systématiquement de perdre autant de temps parce qu'un quinquennat, compte tenu de ce qu'il y a à faire, c'est long. Donc ça pourrait être une solution. Mais si Macron n'en veut pas, ce que l'on peut comprendre, il pourrait à tout le moins soumettre à référendum ces annonces pour répondre aux Gilets jaunes. C'est-à-dire, pour vérifier que le pays est en accord avec ses propositions, il pourrait au moins, sur ces propositions précises, les soumettre à référendum. Vous avez noté qu'à peu près partout, là, les Gilets jaunes sont en train de s'organiser. Et parmi tout ce qu'ils font, il y a notamment la création de cahiers de doléances. Ça nous rappelle quand même à une grande époque de notre histoire, les cahiers de doléances, n'est-ce pas ? On pourrait imaginer que ces cahiers de doléances soient établis rapidement, puis remontés à l'Assemblée nationale. Et nous, à la France Insoumise, nous ferions un grand plaisir de pouvoir faire le lien entre l'Assemblée et ces cahiers de doléances, d'autant plus, comme je viens de le dire, que nous sommes dans la séquence budgétaire et que donc il y a la place pour discuter de ces sujets, c'est le moment de le faire. Et si le peuple veut s'y impliquer, eh bien ma foi, tant mieux, c'est ce qui est souhaitable. Bon. Voilà, en attendant, si Emmanuel Macron reste coincé dans ses certitudes et persuadé que quelques annonces cosmétiques vont faire l'affaire, eh bien, il y a de fortes chances que la mobilisation des Gilets jaunes se poursuive. Et d'ores et déjà, une nouvelle journée d'action est appelée pour samedi prochain. C'est-à-dire que ça va se renouveler de semaine en semaine, puisque ça sera déjà samedi prochain, du coup, le 3e samedi d'action des Gilets jaunes. Et une chose intéressante, c'est que on sent qu'il y a l'énergie dans le pays pour apporter du renfort à ce mouvement. Et d'ailleurs, j'observe que plusieurs syndicats ont appelé à des manifestations le samedi 1er décembre. Donc on peut imaginer qu'il y ait là les ingrédients d'une conjonction entre le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats, sans qu'il y ait besoin de dire que chacun est suspect, de vouloir faire de la récupération, non. Mais face à l'affront global d'Emmanuel Macron, il y a besoin de cette conjonction. En tout cas, je suis à peu près persuadé que si cette conjonction se faisait, elle instaurerait un rapport de force qui deviendrait de plus en plus favorable face à Macron et au pouvoir. Et bon, nous, on va observer ça de très près, et puis même on va y participer. Et je demande à tous mes amis de la France Insoumise qui m'écoutent de bien veiller à ne jamais être en position de récupérer le mouvement, mais par contre de le faciliter, de l'accompagner, et de répondre avec bienveillance
aux Gilets jaunes qui ont besoin de notre aide et qui ont envie qu'on les aide à s'organiser et à poursuivre ce mouvement. Vous sentez bien qu'on est à un vrai point de rupture et c'est notre devoir d'en être pour simplement effectivement apporter notre soutien et faciliter les choses. Donc cette semaine, observez tout ça de très près. Rendez-vous si vous le pouvez sur les points de blocage ou de rassemblement des Gilets jaunes et préparez avec méthode la mobilisation du 1er décembre qui sera effectivement un nouvel acte clair de cette mobilisation juste, légitime, de cette France qui travaille ou qui a travaillé beaucoup et qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, ou de celles et ceux qui vivent avec les minima sociaux et n'y arrivent même pas parce que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Bref, on voit bien cette coupure qu'il y a entre la France des puissants d'une part et celle du peuple, de la grande masse du peuple, qui n'arrive même pas, malgré sa bonne volonté, à finir les fins de mois et dans des situations absolument catastrophiques qui ne sont pas tenables et qui ruinent la cohésion de notre pays. Donc c'est une lutte juste que celle des Gilets jaunes. Et j'invite toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas fait encore à réfléchir plus que sérieusement, à le sortir de leur coffre et à le porter à leur tour samedi prochain. Samedi, pour beaucoup d'entre nous, il a fallu se dédoubler finalement, être présent sur 2 manifestations, puisque nous souhaitions être à la mobilisation des Gilets jaunes, dont je viens de parler longuement, mais on voulait aussi absolument être présent à cette grande marche appelée dans plusieurs villes du pays, et c'était le cas à Paris, mais également ici à Lille, contre les violences sexistes et sexuelles, appelées par le mouvement Nous Toutes, comme vous avez pu le voir notamment sur les réseaux. Je dois dire que j'ai été très impressionné par la qualité de ces rassemblements et de ces marches et de voir surtout qu'il y avait énormément de monde, beaucoup de mobilisation. Les images de Paris sont très impressionnantes, mais les images de Lille le sont tout autant. On a vu beaucoup de monde, beaucoup de femmes mobilisées et avec plaisir aussi beaucoup d'hommes qui venaient au renfort de leur mobilisation. Et c'était absolument impensable pour nous de ne pas y être. Donc je me suis rendu à la mobilisation lilloise avant d'aller ensuite rejoindre le cortège des Gilets jaunes. On a pu observer d'ailleurs des scènes formidables puisque je vous invite à regarder ces images de Montpellier si vous ne les avez pas vues, où le cortège des Gilets jaunes, qui savait très bien qu'il y avait la marche contre les violences sexistes et sexuelles qui se tenait par ailleurs dans la ville, a organisé la jonction de ces 2 rassemblements. Et vous avez les Gilets jaunes qui se sont écartés sur le trottoir et qui ont fait une véritable aide d'honneur pour la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Cette mobilisation, elle est extrêmement importante puisque ça fait maintenant 1 an à peu près qu'a démarré le grand mouvement MeToo qui a vu la parole des femmes se libérer dans notre pays. Et nous disons qu'1 an après, les mesures prises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur parce que ce n'est pas le tout de se satisfaire de la prise de parole et de la libération de la parole des femmes. Encore faut-il créer les conditions du recueillement de cette parole et des moyens qui y sont alloués. Or, vous savez bien qu'avec les politiques budgétaires que réalise Emmanuel Macron, l'heure est plutôt à la diminution du nombre de postes de fonctionnaires, à des institutions qui fonctionnent avec toujours moins de moyens. Et donc c'est clair, cette libération de la parole des femmes mériterait une réponse judiciaire. Il faut que derrière, il puisse y avoir des suites en justice à tout ce que les femmes ont à déclarer. Or, on voit bien que là-dessus, les moyens n'y sont pas alloués. La part du budget qui est consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est absolument infime. Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron avait dit que ces questions-là, la question des violences faites aux femmes et de l'inégalité d'ailleurs entre les femmes et les hommes qui persistent, serait la grande cause du quinquennat. Excusez, mais quand c'est la grande cause du quinquennat, on y attribue nécessairement des moyens budgétaires plus conséquents et on dépasse même des logiques d'austérité qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir des moyens à la hauteur. Donc on dit dans cette mobilisation que la communication, ça suffit, il n'y a pas que ça à faire, il faut des mesures concrètes. Par exemple, se pose la question de l'écart des salaires entre les femmes et les hommes qui persiste et qui est complètement injuste. Comment on peut expliquer aujourd'hui, en 2018 en France, qu'à poste équivalent, à qualification équivalente, une femme gagne 20% de moins qu'un homme. 20%, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est précisément en moyenne l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. C'est intolérable, c'est inexplicable, c'est injustifiable. Et on vérifie cette inégalité et tant et si bien que quand on fait le calcul de ce que ça représente sur une année, on peut dire qu'à partir du 6 novembre de cette année 2018, donc il y a quelques jours, quelques semaines, eh bien c'est comme si, comparativement aux hommes,
les femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'elles gagnent de salaire en moins que les hommes, à l'échelle d'une année, c'est l'équivalent. C'est comme si à partir du 6 novembre, soit elles arrêtaient de travailler, soit elles étaient bénévoles. Voilà la réalité. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas supportable. Et pour ça, il faut des mesures précises. Il ne faut pas simplement de l'incitation, il faut des mesures d'obligation contraignantes. Pas pour embêter les entreprises ou les entrepreneurs ou les patrons, mais parce que c'est absolument injustifiable qu'une femme gagne 20% de moins qu'un homme en 2018 en France comme partout ailleurs. Ça n'est pas possible. Donc cette marche appelle à des objectifs ambitieux et pour y répondre à des moyens qui y soient alloués. Donc nous disons qu'il ne faut pas relâcher la pression sur le gouvernement sur ce sujet. Il faut vraiment le marquer de près et s'assurer que la réponse soit à la hauteur des enjeux et de la prétention du président de la République en la matière. Et j'adresse un grand salut et un grand bravo à toutes les associations féministes et à toutes les organisations qui ont pris part à cette mobilisation qui, bien évidemment, en appelle d'autres et qui nous trouvera toujours à ses côtés dans le combat et la lutte féministe. Alors, je veux vous parler aussi d'une actualité qui est le Brexit. Vous savez, cet accord qui a maintenant été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne après le vote qui s'est exprimé il y a quelques temps et qui a vu le souhait de la sortie de l'Union européenne des Britanniques. Bon. Alors clairement, aujourd'hui il y a cet accord dont on dit qu'il permet un divorce à l'amiable, c'est-à-dire qu'en réalité il va encore y avoir bien sûr des liens entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, mais la sortie est actée, la sortie officielle de l'Union européenne est actée, puisque cet accord a été scellé. C'est le signe profond de la dislocation en cours de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a encore quelques années de ça, la question qu'on se posait dans la construction de l'Union européenne, c'était mais finalement, quel va être le prochain pays à rejoindre l'Union européenne? Or aujourd'hui, vous le voyez comme moi, la question qui est sans cesse posée, c'est mais finalement, quel va être le prochain pays à quitter l'Union européenne? Alors pourquoi? Emmanuel Macron a l'air de considérer, quand on l'écoute dans son discours qu'il a donné ce week-end, a l'air de considérer que le Brexit, finalement, les causes sont exogènes, c'est tombé comme la pluie qui tombe avec l'orage, sans qu'il y ait de réelles causes à ce qui se passe et au fait que des peuples décident souverainement de sortir de l'Union européenne. Emmanuel Macron a tort de considérer que le Brexit est un cas à part ou qu'il n'est pas un signifiant politique profond de ce qui est en train de se passer dans l'Union européenne. Bien évidemment, ça n'est pas la France insoumise qui a poussé le Royaume-Uni à la sortie de l'Union européenne. Ce sont bien les politiques menées de force parfois contre les peuples partout dans l'Union européenne, ces politiques libérales qui poussent à la compétition généralisée, qui poussent le moins-disant social à remporter cette compétition, qui font fuir les peuples. Et ça a le mérite d'être clair. Si vous regardez le tableau général de ce qui se passe dans l'Union européenne, ce rejet des peuples pour l'Union européenne s'exprime soit par des dispositions du type du Brexit, soit par une abstention considérable qui monte partout, c'est-à-dire un peuple qui fait la grève des urnes, ou par la montée de l'extrême droite qui surfe sur une colère légitime pour y apporter une réponse qui finalement n'améliore en rien la situation des peuples. Donc cette situation, Emmanuel Macron considère que cette dislocation, elle vient de l'extérieur et il faudrait que l'Union européenne soit un rempart, dit-il, contre ce risque finalement de dislocation de l'Union européenne. C'est une erreur de diagnostic considérable parce que nous disons que c'est bien les politiques menées dans l'Union européenne actuelle, imposées par Mme Merkel, dont M. Macron est le relais ici en France, mais aussi par M. Juncker de la Commission européenne qui avait dit, vous vous en souvenez, il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a de la démocratie possible dans le cadre de ces traités, dont vous savez qu'ils ont été dans plusieurs pays de l'Union européenne rejetés par référendum, dont ici en France en 2005, et ces traités qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale et donc poussent à une compétition généralisée qui provoque une misère partout, qui fait que les peuples en ont ras-le-bol et finissent par s'exprimer de la sorte. Donc finalement, le meilleur rempart pour éviter une dislocation de l'Union européenne, c'est de rompre avec les traités actuels qui obligent une construction politique qui empêche de faire une politique sociale,
qui empêche de faire une politique écologiste, qui empêche même la démocratie, puisque Emmanuel Macron dit que l'Union européenne protège la démocratie, mais il faut voir comment elle se comporte. Quand il y a des choix démocratiques qui sont réalisés par des peuples d'Europe, souvenez-vous de la Grèce, où à peine M. Tsipras était élu, la Banque Centrale Européenne leur sautait à la gorge pour faire des injonctions, pour les obliger à mener des politiques d'austérité, donc vous voyez le résultat. Souvenez-vous de Chypre également. Et puis plus récemment, on voit avec l'Italie, dont je veux répéter à cet instant pour éviter tout risque de confusion que bien évidemment la France insoumise n'a rien à voir avec le gouvernement italien de M. Salvini, qui comme vous le savez est fascisant et d'extrême droite, mais néanmoins qui présente un budget qui respecte les conditions budgétaires voulues par l'Union européenne, un budget avec 2,4% de déficit alors que l'objectif est à 3%, et la Commission européenne dit non, vous ne respectez pas les engagements de votre prédécesseur qui s'était engagé à faire mieux, donc on retoque votre budget. C'est-à-dire que vous avez une instance qui n'est pas élue démocratiquement, qui se sent autorisée, sous couvert de traité, à contraindre les peuples à mener une politique. C'est absolument détestable et ça produit le fait de remettre des pièces dans la machine à cette dislocation de l'Union européenne que l'on voit sous nos yeux. Donc nous disons clairement qu'il n'est pas possible de mener une autre politique en Europe, écologique, sociale, comme nous devons le faire, pas comme nous le souhaitons simplement. La question climatique, elle nous met au pied du mur et on ne peut pas faire autrement. Même Nicolas Hulot d'ailleurs expliquait encore récemment toutes les difficultés que l'Union européenne mettait, les entraves qu'elle pouvait mettre à la véritable transition écologique, même s'il est d'accord avec nous pour dire que plus on est à faire la transition, mieux c'est. En attendant, aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas organisée de telle manière qu'elle permet cette transition qui est nécessaire. Donc, rompre avec les traités, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dégager les Merkel, Macron, Juncker et compagnie. Parce que c'est eux qui mènent ces politiques, c'est eux qui sont les tenants de cette Europe libérale qui nous promet soit l'extrême droite, soit une dislocation qu'on voit partout s'exprimer. Donc il faut en changer. Il faut en changer et je pense que la séquence des élections européennes qui est maintenant ouverte va nous permettre de faire valoir cela. D'autant plus quand on parle d'un référendum anti-Macron ici en France, on voit bien comment le peuple en a besoin et en a envie. Puis surtout, voter contre Macron, c'est voter contre cette Union européenne qui est une construction politique particulière. Il ne s'agit pas pour nous de confondre l'Europe, qui est une réalité géographique, et l'Union européenne. Sinon, comment expliquez-vous que les Suisses qui sont en Europe ne soient pas dans l'Union européenne? Il y a bien deux choses. Certains nous disent oui, ils veulent sortir de l'Europe. Enfin, ça ne veut rien dire. L'Europe, c'est de la géographie. Nous, ce que nous voulons, c'est en finir avec une construction politique particulière, cette Union européenne des traités, qui empêche de faire autre chose que le libéralisme exacerbé pour tout le monde, ce qui est absolument détestable et ce qui nous mène dans le mur. Et bien évidemment que, à ce compte-là, des situations de type Brexit risquent bien de se multiplier. Et effectivement, s'il n'y a pas d'autre choix pour mener une autre politique que de rompre, eh bien peut-être nous devrons le faire. En attendant, on sait qu'il y a des solutions qui permettent d'éviter cette situation, si tant est qu'on puisse faire entendre raison à tous ces personnages avec lesquels nous avons besoin d'en finir. Bon, enfin, je ne voudrais pas donner l'impression d'éviter un sujet sur lequel, si l'issue avait été différente, bien évidemment, j'en aurais parlé dès le début de ce point politique, en saluant un grand succès, mais malheureusement, ça n'est pas le cas, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas réussi à l'emporter dans la première circonscription de l'Essonne, où se tenait la législative partielle qui devait voir le remplacement de Manuel Valls, et puis notre candidate, celle de la France Insoumise, Farida Amrani, qui s'était brillamment qualifiée au second tour de cette élection législative, n'a pas pu l'emporter ce dimanche, et c'est donc M. Francis Choix, le successeur désigné par Manuel Valls, qui, à la faveur notamment d'un soutien de 5 maires de droite de la circonscription, va rejoindre les bancs de La République En Marche à l'Assemblée et donc va apporter une utilité proche de zéro pour les concitoyens de ce pays, puisqu'il va simplement venir renforcer une majorité qui n'a a priori pas besoin de renfort, pour aller voter en cadence avec eux tout ce que propose Emmanuel Macron, pour lever la main et s'enthousiasmer pour la libération des énergies, blabla. Bon, vous savez tout ça mieux que moi. Mais donc il faut regarder précisément ce qui s'est passé pour nous, parce qu'on est passé quand même très près. La dernière fois, Farida avait manqué face à Manuel Valls l'élection à 139 voix près. Le Conseil avait d'ailleurs dit que dans ces 139 voix,
il y avait 66 voix, je crois, qui étaient qualifiées d'irrégulières. Donc là, c'est un échec pour nous, il faut bien le signaler, mais il faut regarder précisément dans quel contexte il se fait. Puisque le premier fait politique de la situation de la circonscription de l'Essonne, cette première circonscription de l'Essonne, c'est une abstention considérable. 83% d'abstention. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une infime minorité de la population de la circonscription qui est allée voter. C'est le principal enseignement politique qu'il faut tirer de la situation. Dans ce cas précis, d'une partielle, dans l'Essonne, mais de toute façon c'était déjà valable lors des élections législatives nationales, il y avait beaucoup d'abstention, on a affaire véritablement à un peuple qui fait la grève des urnes. Voilà. Alors on va pouvoir continuer comme ça, et comme d'aucuns le font déjà en parlant des prochaines échéances municipales, à penser qu'on va pouvoir simplement faire nos belles listes entre nous, avec notre beau matériel électoral et y arriver, mais on va quand même se poser la question de ce que signifie une abstention aussi puissante qui fait que 83% des gens décident de ne pas aller voter. On aurait tort de considérer que cette abstention n'a pas une signification politique. Assurément, elle a une signification politique. C'est très clair. Les gens font la grève. Ils font la grève des urnes. Ils disent, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans nous. Et ça peut être paradoxal parce que on vient de parler depuis tout à l'heure de la colère populaire qui est profonde dans le pays. Alors il y a une énigme pour nous. C'est pourquoi cette colère populaire ne se transforme pas en bulletin de vote. Et notre devoir, à nous les responsables et militants politiques, est de faire en sorte de relégitimer le bulletin de vote comme une véritable arme politique contre la résignation. Parce qu'aujourd'hui, ça a le mérite d'être clair. Le bulletin de vote permet de retourner la situation politique, quoi qu'on en dise. Alors c'est clair qu'en votant toujours pour les mêmes, ou pour des gens qui, même s'ils se revendiquent d'étiquettes différentes, procèdent des mêmes choix politiques, on ne change pas la situation et on participe de cette résignation qui consiste à dire que ce soit l'un ou l'autre, c'est du pareil au même. Mais nous menons un combat des idées avec sa radicalité, parce que cette radicalité, ce n'est pas pour nous faire plaisir, elle est simplement à la hauteur des enjeux du moment. Donc nous, on pense que dans l'abstention, il y a une vraie signification politique. Et quand on propose, par exemple, l'Assemblée constituante qui permettrait de faire en sorte que le peuple lui-même, dans le cadre d'une assemblée dédiée à ça, se refonde politiquement, redéfinisse collectivement ses institutions et ses droits fondamentaux, eh bien on permettrait de repartir d'une page blanche et de refaire histoire collective. Sinon, on va continuer à aller d'élection en élection avec finalement une base extrêmement étroite, restreinte, de gens qui décident d'aller voter. Donc 83% d'abstention, c'est le principal enseignement de cette situation de la première circonscription de l'Essonne et de cette législative partielle. Et c'est clair que dans cet océan d'abstention, le candidat de la majorité présidentielle, soutenu par Manuel Valls et par 5 maires de droite, a réussi à tirer les marrons du feu. Ça a le mérite d'être clair. Donc il faut qu'on puisse travailler à la suite, à comprendre ce qui n'a pas pu fonctionner. On notera par ailleurs dans cette campagne des législatives que les partisans de l'éternel rassemblement de la gauche, ceux qui disent que finalement c'est en rassemblant les étiquettes qu'on va réussir à faire venir les gens, se trompent. D'abord, ils sont partisans du rassemblement seulement en théorie, puisque alors que clairement l'accession de Farida Amrani à l'Assemblée nationale était rendue possible par les circonstances que je viens de vous décrire, vous avez eu quand même au premier tour face à elle une liste du Parti communiste français allié à Génération de Benoît Hamon, en concurrent de la France insoumise. Vous avez eu une liste du Parti socialiste lié avec Europe Écologie Les Verts. Bon, malgré tout ça, Farida Amrani a quand même réussi à se hisser au second tour. Et puis ensuite, on a vu avec stupeur le fait que, par exemple, la candidate d'Europe Écologie Les Verts a choisi de ne pas choisir entre le candidat successeur de Manuel Valls de La République En Marche et la candidate qui était celle du mouvement écologiste également, Farida Amrani, puisque la France Insoumise est un mouvement écologiste. Elle a préféré les renvoyer dos à dos, participant à un renforcement de La République En Marche, à coup sûr. De même pour les instances dirigeantes du Parti Socialiste. Il faut le retenir, ça. Les instances dirigeantes du Parti Socialiste, entre La République En Marche et la France Insoumise, décident de ne pas choisir et donc de renforcer
La République en marche. Et cela, il ne faut pas simplement passer l'éponge là-dessus. Il faut s'en souvenir dans la pratique politique au quotidien. Et du coup, nos amis localement ont fait le choix, dans la campagne du deuxième tour, d'essayer de rassembler ce qui était possible de rassembler des voix de gauche, disons, qu'il y avait au premier tour. Mais nous pouvons penser que ce choix du rassemblement de la gauche en dernière minute pour le deuxième tour, bien évidemment, il fallait obtenir l'appel à voter des forces de gauche, du Parti communiste français, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, mais il n'y avait pas besoin pour autant nécessairement de mettre absolument en scène à ce point un rassemblement de la gauche, parce que si on a 83% d'abstention, si on veut y compris un report de voix, pourquoi pas de gens qui ne sont pas toujours convaincus par les idées de gauche au sens général, en tout cas par l'étiquetage de gauche, mais qui peuvent entendre les propositions de la France Insoumise, on se dit que dans le moment, peut-être que la carte véritablement anti-Macron est celle de la France Insoumise, c'est-à-dire de fédérer le peuple sur d'autres bases, plutôt que de chercher à rassembler des étiquettes, aurait pu mobiliser davantage les abstentionnistes, puisque l'abstention s'est quand même bien renforcée entre les deux tours. Bon voilà, après, c'est toujours facile de refaire l'histoire après, mais on doit tirer les enseignements de la situation. D'abord sur ce que ça veut dire du paysage politique et des positions des uns et des autres, mais aussi ce que ça veut dire, cette abstention considérable contre laquelle il faut travailler. C'est sans doute le principal travail que nous avons à mener, et tout le reste, y compris les intrigues d'appareils et de personnes, paraissent largement secondaires, si ce n'est plus, quand on voit une abstention comme celle-ci. Et donc la stratégie fédérer le peuple sur des bases claires de fond me paraît bien plus appropriée que toutes sortes de combines qui verraient à rassembler les appareils qui de toute façon sont discrédités par le peuple qui décide de ne pas aller voter. Cela étant dit, bien sûr, je veux quand même profiter de l'occasion pour adresser un salut amical, chaleureux, fraternel à Farida Amrani et Ulysse Rabaté qui se sont battus de manière tout à fait admirable. Je pense aussi à leurs équipes, en particulier à leurs directeurs de campagne. Tous ces gens ont fait un travail sur le terrain absolument impressionnant. Moi, je m'y suis rendu à 2 reprises et je peux voir qu'en termes de mobilisation militante, en tout cas, le travail a été fait, bien fait. Le porte-à-porte, etc. Ils ont ouvert plus de 5000 portes au premier tour. Bon, c'est un travail colossal, un travail de fourmi qui est souvent d'ailleurs mené sans commune mesure avec les moyens dont disposent nos adversaires, qui ont tous les réseaux d'influence, mobilisables en appuyant sur un bouton. Bon, tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà, c'est sûr qu'on aurait préféré annoncer aujourd'hui que Farida Amrani nous rejoignait sur les bancs de l'Assemblée, parce que pour le coup, l'opposition humaniste, écologiste et sociale à Emmanuel Macron a bien besoin d'un renfort dont n'a pas besoin la République en marche, mais c'est ainsi, c'est la vie politique. Il faut aussi savoir apprendre des défaites électorales, puisque c'en est une, et ça ne nous empêche pas de continuer le combat, c'est même tout le contraire, puisque cette élection nous montre à quel point le combat à mener est dur et rude, et nécessite que toutes les femmes et les hommes qui ont envie d'y participer eh bien, se jettent dedans à fond et sans s'économiser. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines étapes, car la principale des batailles à mener est bien la bataille contre l'abstention et la résignation. Et alors qu'on arrive bientôt dans une séquence européenne dont vous avez compris qu'elle était centrale, la première des tâches est de convaincre les gens d'aller voter, et pour le faire, de commencer par déployer tout ce que nous pouvons pour inciter à l'inscription sur les listes électorales, puisque finalement le vote est la manière la plus claire d'adresser un message politique à Emmanuel Macron. Et donc l'élection européenne sera ce moment politique. Emmanuel Macron peut ne pas entendre les mobilisations, il peut ne pas entendre les manifestations, il peut ne pas entendre l'opinion, il peut ne pas voir les gilets jaunes fluo, mais il est absolument certain qu'il entendra et qu'il verra le résultat des urnes, et que c'est ce qu'il y a de plus puissant politiquement que le bulletin de vote, et il faut le réhabiliter en tant que tel, et c'est un travail absolument incroyable qu'il faut mener. Alors toutes et tous dans cette bataille, et vous savez pouvoir compter sur mon implication dans celle-ci. Voilà, c'est la fin de ce point politique qui était extrêmement long, j'en conviens. C'est sans doute parce que ce n'était pas dehors, et donc que ce soit Florian qui est derrière la caméra comme moi, on avait moins froid, et donc on était plus disposé à vous parler longuement aujourd'hui. À vous de dire si c'était beaucoup trop long ou si c'était utile, et en attendant, que si vous avez apprécié ce point politique, si vous appréciez globalement tout ce qu'on fait pour pouvoir échanger avec vous,
Je vous invite vraiment à nous encourager, on en a besoin. Mettez les petits pouces bleus en bas de cette vidéo pour la faire grimper. Et puis surtout, cliquez sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube, puisqu'en vous abonnant, d'abord c'est gratuit, vous aurez des nouvelles régulièrement, et puis nous, ça nous fait monter dans les statistiques. Et bien sûr, ça nous encourage, comme vous le savez très bien, vous connaissez la musique. Voilà, bonne semaine à toutes et tous, et à très vite dans les luttes, dans les mobilisations, et dans tous nos rendez-vous. À bientôt les amis.